Merci à Jogo de nous accueillir dans leurs super locaux. Si vous n'avez pas encore téléchargé l'application, je vous invite tous à le faire dès maintenant. Et donc, du coup, je suis Florent, je suis cofondateur de Pimento. Je vous en dirai un peu plus tard sur ce qu'est Pimento. Mais globalement, quand on a monté Pimento, on a rencontré beaucoup de créatifs il y a un peu plus d'1 an. Et quand on leur parlait d'intelligence artificielle, ils avaient tous très peur. Et on parlait de grands remplacements, beaucoup de questionnements, beaucoup de craintes. Et on s'est aperçu au fil des mois que finalement, il y avait plutôt ils envisageaient beaucoup plus les IA comme des outils qu'on pouvait maîtriser, qui allaient accompagner leur créativité. Et une nouvelle frustration commençait à naître, qui était le besoin d'échanger avec d'autres créatifs dans d'autres industries créatives et culturelles pour en apprendre plus sur la manière dont d'autres créas les avaient intégrés dans leur propre processus. Et donc est venue l'idée de cet événement de réunir des créatifs de ce côté-là, mais aussi de ce côté-là de la salle, pour entendre comment est-ce que les IA ont été intégrés dans les processus créatifs, comment est-ce que les différentes industries les envisageaient. Et donc on est très heureux d'accueillir pour ce premier événement 3 intervenants qu'on va laisser présenter dans un premier temps, comprendre un peu comment est-ce que eux envisagent les IA, et on aura un temps d'échange à la suite de ces interventions où chacun pourra à la fois partager ses propres approches, mais également poser des questions. Et donc du coup, on est très heureux ce soir d'avoir Sébastien, qui nous vient du monde de l'animation, et qui va nous parler de la manière dont ils envisagent dans l'animation l'utilisation éthique de l'IA et quelles questions ça pose. On a Laura, qui elle est plutôt du côté des mots, qui est scénariste, humoriste notamment, chroniqueuse, et qui va nous parler notamment de l'utilisation de ChatGPT dans son propre processus de création, et Stéphane, qui est notamment directeur artistique, mais bien plus, vous allez le voir, et qui va nous parler de la manière dont il utilise les IA plutôt d'image dans son processus. Et donc, je propose qu'on commence du coup avec Sébastien. Avec Sébastien qui du coup est Head of Computer Graphics. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais tu vas nous en dire plus et nous expliquer déjà ce qu'est ce métier. Alors bonjour à tous, je m'appelle donc Sébastien Rossi, je suis donc Head of CG Computer Graphics. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que je suis chez Gaumont Animation, donc la branche animation de chez Gaumont. Ça veut juste dire que je m'occupe de comment on fabrique les images, qu'est-ce qu'on livre comme image, et en gros il y a un processus technique et qualitatif de ce qui sort en termes d'image de chez Gaumont. Donc forcément on est une boîte qui fabrique des images, et on a une boîte qui a un nom, et donc on doit faire très attention à la façon dont on fabrique ces images-là. Et d'ailleurs, on verra plutôt vers la fin, le côté un peu éthique, ce qu'on fait en tout cas à notre niveau, et pour le moment, en attendant qu'il y ait une législation claire, on fait des choses, on essaie de pas trop en faire pour pas se mettre sur le dos les artistes, parce que c'est aussi eux qui fabriquent les images qu'on livre. Donc forcément, il faut qu'on trouve le bon équilibre entre profiter de ces nouvelles technologies et toujours travailler avec les artistes. Le but, c'est pas de les mettre sur la paille, hein, c'est de trouver un bon compromis, un équilibre de travail. Donc juste un peu en quelques mots d'où je viens. Donc je travaille dans l'animation depuis début 2000. Tout d'abord en tant que ce qu'on appelait CG artiste, donc je fabriquais des images, je faisais du modeling, de la texture, ce genre de choses, et je me suis vite spécialisé en FX. Parce que j'avais un petit background un peu technique, donc FX c'est tout ce qui est effet, explosion, fumée, nuages, effets climatiques, ce genre de choses, au sein de boîtes, comme vous pouvez voir, du rang de bois pour ceux qui peuvent connaître de loin ou pas, c'est une boîte qui n'existe plus maintenant, sur Jack et la mécanique du cœur, chez Illumination sur Moi Moche et Méchant 2, chez Micros Animation sur Astérix et le domaine des dieux, et 2 minutes Zombillium, et ensuite à partir de là, donc là j'étais superviseur FX. Et après, j'ai été recruté chez Fortiche en tant que CG supervisor, donc superviseur CG, ce qui est à peu près la même chose que Head of CG, mais juste dédié à un projet. Ce projet, c'était Arcane. Donc j'ai aussi bossé sur Rise et KDA Popstar, si certains d'entre vous ont entendu parler, mais essentiellement sur Arcane pendant presque 5 ans. Et à la livraison d'Arcane, j'ai été recruté par Gaumont sur plusieurs projets, dont In the Cloud, qui est un long métrage d'animation basé sur un livre qu'a écrit Paul McCartney, qu'on espère fabriquer rapidement. Parallèlement à ça, il y a eu, je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler de ça, il y a eu Netflix qui a vécu une année 2022 un peu difficile, où ils ont eu des pertes d'abonnés, ce genre de choses. Donc
c'est de là que vient leur abonnement avec des pubs par exemple. En gros, ils ont tout restructuré et ils ont viré énormément de gens début 2022. Et donc nous, on a eu notre producteur exécutif qui a été licencié. Du coup, les 2 projets Netflix en parallèle des autres, les 2 gros projets Netflix ont été annulés. Du coup, ce qui m'a donné pas mal de temps pour faire de la veille, ce qui est une part de mon travail aussi, mais j'ai pu investir plus de temps sur la veille. Donc l'IA, pas que, mais l'IA, on a été un gros morceau. Donc je participe pas mal à des meet-up. Le premier, c'était celui qui est à droite, là en bleu, la Genai Meetup, organisé par Sandbox, et puis celui-ci. Et parallèlement à ça, il y a aussi Creative Seeds, qui est une école en ligne qui apprend aux gens à devenir graphistes, qui a obtenu, dans le cadre de France 2030, une subvention pour monter en fait un groupe d'études sur plusieurs années autour de l'IA. Donc je ferai partie de ce qu'ils appellent le premier cercle, donc c'est super intéressant, pour qu'on fasse intervenir alors des artistes, des scientifiques, plein de profils variés pour faire des tests, mais aussi faire des études et sortir les documents pour voir un peu comment ça marche, ce qu'on peut faire avec, ce genre de choses. Donc c'est super intéressant, ça va être sur plusieurs années, mais c'est super cool. Donc là, je vais juste un peu en gros raconter qu'est-ce qu'on peut faire. C'est pas des trucs qu'on fait systématiquement, mais des choses qu'on peut faire en IA. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, il y a du Midjourney, vous allez vite le reconnaître. Mais il y a d'autres choses aussi. Donc, je vais passer vite sur les trucs qui sont écrits. Donc nous, ce qu'on fait ou ce qu'on tente de faire, c'est on crée des designs de caractères, là, généralement avec des designers. Là, on peut faire des tests, en tout cas des premiers tests visuels sur des caractères. Donc ça, c'est des projets qui tournent autour de Gaumont. C'est des personnages qu'on a créés de cette façon. Donc avec Midjourney là, la version 3, je crois, donc ça date un petit peu. Pareil, là on est dans un processus très 2D, on fait des séries 2D et des séries 3D, des films 2D, des films 3D, donc là c'est plutôt très 2D, on peut faire la même chose sur les caractères CG, donc en 3D quoi, donc très Pixar. Évidemment on peut faire des trucs réalistes, ça c'est plutôt pour le test et c'est quand Midjourney 4 est sorti il me semble. On a fait ça, c'est quand même, voilà, c'est pas des trucs qu'on utilise tous les jours, mais c'est quand même intéressant. On fait aussi évidemment des décors, hein, c'est des trucs qu'on fait souvent dans le cadre on démarre un projet, on a un script. On commence à faire des recherches sur où ça se situe, dans quel style on veut être, ça c'est très important. Et ce que nous permet de faire rapidement, Midjourney en l'occurrence, c'est explorer un style graphique. Donc vous avez en haut à gauche des styles assez picturaux, assez graphiques au milieu en bleu, et puis des trucs très réalistes, parce que Gaumont aussi c'est du live action, hein, c'est Lupin et ce genre de choses. Donc c'est des trucs qu'on fait avec eux aussi. Tout ça reste à l'étape de mood board, hein. C'est pas, on en reviendra après, mais c'est pas du matériel final. C'est juste en gros, d'une certaine manière, pour donner des briefs plus précis aux gens qui vont travailler après, que ce soit des artistes ou des boîtes qui vont faire des posters, ce genre de choses. On fait aussi de la texture, donc ça c'est un truc qu'on fait beaucoup, hein, utiliser de la texture. Ce qui est très intéressant avec les outils maintenant, c'est qu'on peut générer de la texture seamless, donc ça veut dire qu'on peut la dupliquer, la mettre à côté sur une infinité de tiles, et en fait on voit pas que la texture se répète. Donc ça c'est mortel parce que c'est un travail qui est très dur, c'est chiant à faire pour quelqu'un qui fabrique la texture, de se débrouiller pour que la partie droite taille avec la partie gauche. Donc là les outils permettent de le faire et ça enlève une tâche qui marche jamais très bien quand tu le fais à la main et c'est une tâche qui est pas très marrante à faire, quoi. Donc ça c'est, si vous prenez un petit lien en dessous, je sais pas si vous connaissez, mais en gros ce site là permet d'uploader une des textures et de vérifier si elle taille. Et on voit, je vais pas le faire là, mais en gros voilà, ces textures là elles taillent. Et c'est quand même très pratique. On fait la même chose sur des explorations, plutôt pour le live, sur des explorations de matériaux, donc de tissus. Donc ça, par exemple, ça n'a pas été utilisé dans le cadre de production, mais c'était plutôt... cette qualité-là est arrivée un peu trop tard, mais c'est sur des films comme il y a eu avec Omar Sy, Tirailleurs, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et en gros, on a discuté de ça avec eux, justement, ils ont fait des explorations de tissus, ils passent des semaines, voire des mois, à aller chercher des tissus, à regarder la matière, ce genre de choses. On a parlé de ça, je leur ai montré ça, et c'est une des pistes d'utilisation de l'IA. Pareil, bon là j'ai un peu triché, il n'y a pas toutes les images tile, là je crois qu'il n'y a que celle d'en haut à droite qui tile. Mais en gros voilà, ça permet vraiment de générer des motifs de tissu du style qu'on veut, là c'est réaliste hein, évidemment pour le film, et c'est super intéressant. De l'extension de décor, donc là en fait c'est des matte painting dans le carré, à l'intérieur du carré, enfin du rectangle rouge, c'est un matte painting qui a été fait par un artiste. Et ce qui est à l'extérieur, ça a été généré par l'IA, donc ça peut être pas mal parce qu'on a souvent besoin de décadrer, de
recadrer à certains d'étapes de fabrication, on n'a pas forcément la personne pour à ce moment-là, parce que ça arrive tard, c'est une modification de caméra par un réalisateur. Et donc, bah, voilà, typiquement, l'outil, c'est, on ne voit pas la différence entre ce qui a été peint par l'artiste et ce qui a été généré par le gars. Des posters, évidemment, aussi, hein, ces trucs. Donc, on voit, pour ceux qui connaissent le texte, hein, à l'époque, hein, c'était pas encore ça, hein, ça marchait pas bien. Mais typiquement, au milieu, Belle et Sébastien, qui est une licence Gaumont. L'affiche, on a parlé avec le live, ça aurait pu marcher en tout cas pour le film. Tirailleurs, donc là c'est pas Omar Sy, on y reviendra plus tard, mais Tirailleurs, ça aurait pu être l'affiche de Tirailleurs, celle-là. Et le film de gauche, c'est un autre film qui était en développement qui s'est pas fait, qui était style film d'adolescent dans le monde de Jack l'Éventreur en gros, mais pour ados. Et donc voilà, super intéressant. Pareil pour les films d'animation, que ce soit des films d'animation 2D ou très graphiques ou en 3D au milieu. Des choses qui se font très rapidement. L'étape suivante, donc là on est toujours dans mid-journée, hein, là on passe tout de suite à cette table de diffusion, hein, toutes les variantes, pour entraîner des styles. Donc moi, venant de Fortiche, quand je suis arrivé à Gaumont et que j'ai vu qu'il y avait des trucs qui permettaient, cette table de diffusion qui permettait d'entraîner un modèle, je me suis dit tiens c'est marrant parce que le style Fortiche c'est quelque chose qui est très particulier, qui est très dur à reproduire et qui est très dur à décrire, et pas vraiment de recette à la différence d'un film Pixar, Disney, on sait comment ils fabriquent. Fortiche, toujours un peu particulier. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais essayer, c'est marrant. Et en gros, voilà, typiquement, les personnages qui sont à droite ne sont pas des personnages de la série, et c'est des personnages qui auraient pu être dans la série sans problème. Donc ça, évidemment, hein, ce modèle n'est pas disponible sur Internet. Fortiche est au courant que j'ai fait ça, et je leur ai envoyé les images, j'en ai bien réglé. Mais en tout cas, voilà, c'était un proof of concept qu'on peut entraîner une IA et produire des personnages qu'on mettait nous, hein, quand j'étais sur Arcane. Vous mettre des semaines à fabriquer, à designer un personnage parce que itération, client et ce genre de choses. Là, on avait des quantités de personnages de qualité qui auraient pu rentrer dans la série sans problème. Ça, c'est juste pour, voilà, il y a d'autres personnes ça c'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est d'autres personnes qui entraînent des styles, donc il y a ce style-là Ghibli, pour en venir au fait qu'on peut aussi, bien sûr, mixer des styles. Ça, c'est encore une étape, un niveau au-dessus qui est super intéressant. Pour pas ne faire que copier le style d'un Arcane ou le style d'un Ghibli, on peut très bien merger des modèles, donc vous avez le pourcentage de merge au milieu là, et puis repartir d'une branche ou remerger avec d'autres choses ou réentraîner, donc il y a tout un processus créatif pour moi à ce niveau-là, qui permet d'aller soi-même aller rechercher l'image qu'on veut. Car en termes de personnages, donc là on était plutôt sur les personnages, sur un peu tout, là aussi sur les personnages, mais sur du live, pour Tirailleurs, dans le même cadre que les matériaux, là, c'était l'entraînement de... C'est pas particulièrement réussi, j'en suis pas très content, mais en gros, c'est à quoi auraient pu être les costumes. Pardon. Les costumes d'Omar Sy sur le film. On aurait pu faire ces explorations, on le fera peut-être sur des films plus tard. Ça évite, alors, bien sûr, il y a des considérations économiques, hein, ça évite de faire venir Omar Sy une fois, 2 fois, 10 fois. C'est pas tout le temps donné. Je ne connais pas son salaire du tout, et voilà, mais c'est une des problématiques d'une entreprise, c'est tiens, est-ce qu'il y a moyen de faire des économies à droite à gauche. Mais attention, évidemment, on parlera plus d'éthique plus tard. Même chose pour Bella Ramsey, un projet qui était aux États-Unis chez Gaumont US, où en gros ils voulaient mettre Bella Ramsey dans un pitch deck. Un pitch deck, c'est un document qui présente un projet de film, et il y a très peu d'images de qualité de Bella Ramsey sur Internet. Et en gros, donc, ils nous ont appelé pour dire est-ce que vous pourriez pas nous faire une Bella Ramsey en mode un peu geek, nerd, mais avec un hoodie et des dreads parce que c'est une décos, blablabla. Et donc, on leur a fait ce truc-là. Bon, ils étaient très contents. C'est, je trouve, plus réussi qu'Omar Sy. Ça date quand même d'il y a pas un an, mais 10 mois, donc c'est déjà la préhistoire. Hein. Mais déjà à l'époque, ça marchait plutôt pas mal. Ça, c'est un exemple d'un brief à gauche qu'on a donné à un artiste. Et où on lui dit voilà, on a besoin d'un portail, on a besoin d'un champ contre champ, et portail, forêt ou lisière de forêt en tout cas. Et il a fait le travail à droite, donc on voit qu'on reconnaît des shapes sur le portail particulièrement, et on s'est aussi éloigné pour des raisons de... Alors on ne va pas copier ce qui sort de l'IA pour des raisons évidemment de droit, hein, c'est des trucs voilà, sur lesquels on ne prend pas de risque. On a estimé que là on avait assez modifié l'image pour en faire un bout de film. Et ce qui était très intéressant, en tout cas ce dont on s'est rendu compte malgré nous, c'est qu'il avait passé beaucoup moins de temps que ce qu'on avait prévu. Donc en fait, il a travaillé 8 jours au lieu de 15. On était très mal parce que c'était la première fois et on a fait désolé, mais voilà. Et du coup, d'où sont venues les premières réflexions sur mais non, en fait, ça peut pas se passer comme ça, sinon on va se mettre toute la planète à dos. Il faut trouver une autre façon de faire.
c'est pas grave. Donc là, c'est la partie what if. C'est en gros, souvent, quand on fait un projet, quand on fait un développement visuel de projet, on ne sait jamais trop si ça va finir en 2D ou en 3D, ou en film. Des fois, ça peut changer pour une raison X ou Y, parce qu'une chaîne voudrait plutôt de la 3D, une autre voudrait plutôt de la 2D, voilà. Et donc, à gauche, c'est un design qu'on a fait en interne, et à droite, c'était what if. On faisait la série en CGI, ou what if, on faisait une série live action, quoi. Et du coup, ça permet vraiment de, au lieu d'aller et se faire des tests en 3D, qui coûtent cher, qui prennent du temps, ce genre de choses, ça permet très rapidement d'aller dire tiens, ça pourrait ressembler à ça. Même chose ici, à gauche, ce sont des designs alors, qui sont déjà très 3D, sur un projet qui est en cours chez Gaumont. C'est de la 2D, enfin là c'est de la 2D, hein, mais c'est très 3D au sens où il y a un look un peu doux et avec du volume. À droite, ça a été transformé donc, sur un style plus 3D, vraiment CGI, quoi. Assez stylisé quand même, et donc ça permet quand même de... Moi je vois bien la différence, hein. Je sais pas si vous, je vois des yeux qui ont l'air... Ça se voit quand même, non? Bon là voilà, 2D et 3D, et assez rapidement, j'ai fait ça voilà, assez rapidement. Une journée en tout cas pour refaire un truc qu'on aurait mis plusieurs semaines à faire en 3D. Des extrapolations, vous avez un crowbar, vous avez un dessin sur un bout de papier, sur un post-it, vous pouvez, selon votre film par exemple, dire voilà, tiens, je veux un Bouddha, je veux une égyptienne, ce genre de choses en costume. Et la même chose, le fill de blank, donc c'est le coloriage, c'est quand on cherche un style 2D, ça permet aussi de chercher rapidement un style un peu plus réaliste ou slash onirique, ou un style plutôt 2D, classique. Et ça permet en fait, encore une fois, de dire aux gens qui vont faire la couleur sur ces décors-là, bien voilà, ça c'est la ref, et d'avoir une ref qui soit précise. Souvent, dans un moodboard, on a une image d'un autre show, un décor d'un autre show, une lumière à droite, ce genre de choses. Donc on a plein d'images pour faire un brief textuel. Et du coup, il y a une interprétation qui est assez grande de la part de l'artiste, qui peut être trop grande. On peut aller loin du brief initial. Et avec ça, en fait, on contraint, puisqu'on a un brief qui est fait d'une image. Alors, c'est souvent pas qu'une image, hein, mais là, en tout cas, on a un brief qui est plus clair. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients de tout ça? À un autre niveau, c'est les avantages. Moi, je trouve que c'est une nouvelle façon de créer, c'est-à-dire qu'on a plein d'outils. En plus, c'est en explosion totale. Là, je ne parle moi que des trucs qui font de l'image, hein. Mais les GPT, le voice cloning, la musique, c'est des choses aussi qu'on explore dans une moindre mesure parce que c'est pas notre cœur de métier, mais c'est des choses qu'on fait. Et donc, on arrive à explorer des trucs qu'on n'aurait jamais exploré ou même osé explorer. Moi, à mon niveau, c'est vraiment pas un truc, je ne suis pas créateur vraiment, quoi. Et avec ces outils-là, tu peux dire, non, en fait, c'est ça dont on a besoin et d'être un peu plus précis dans ta pensée. Pour moi, ça va permettre beaucoup de création de nouvelles opportunités pour des petits studios de fabrication. Des petits studios qui n'ont pas les moyens de se payer 1, 2, 3, 10 artistes, pourront, avec moins de gens, créer aussi du contenu et du coup, être compétitif, entre guillemets, avec des boîtes plus grosses qui ont plus de moyens. Parce que, voilà, sinon, le jeu est un peu pas très équilibré. Des nouvelles opportunités pour les artistes qui s'y mettront aussi, ça peut permettre d'être plus efficace, d'affiner son style, de progresser aussi, je pense, parce que, on va pas se mentir, les images qui sortent de l'IA, elles ont un niveau qui est énorme, qui est très très haut. Il y a très peu d'artistes qui arrivent à sortir des images à ce niveau-là, hein. Il y en a qui arrivent, mais voilà, c'est quand même une concurrence qui n'est pas très simple, hein, d'être face à ces outils-là, je pense. Donc pour eux, pour ceux qui s'y mettent, on en a déjà qui s'y mettent, des DA même qui commencent à s'y mettre et qui se régalent parce qu'ils disent putain, je fais ça maintenant, avant je faisais pas, je produis vachement plus, je peux explorer beaucoup plus, je peux itérer beaucoup plus, donc c'est super intéressant. Et je dirais même plus, création d'opportunités pour toutes les personnes qui ne savent pas s'exprimer par le dessin ou la peinture. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des créatifs qui n'ont jamais osé dire j'ai une idée parce que je suis un technicien, parce que je suis un codeur, parce que je suis un dev, parce que je suis pas un artiste, vu que je suis un ingénieur, un scientifique, ce genre de choses, mais qui pourtant sont des créatifs. Et j'ai des exemples de ce genre-là, et en fait, qui peuvent, via ces outils-là, dire tiens, pensez à un truc et tiens, qu'est-ce que t'en penses? Et ça les met. On va dire que c'est un combat qui est pas juste pour les gens qui dessinent depuis 20 ans, hein, donc clairement, là, il y a un truc à trouver, mais je trouve que c'est intéressant pour eux. Du côté des défauts, c'est qu'il n'y a pas de cadre juridique, il n'y a pas de cadre éthique à l'heure actuelle, ça se met en place doucement, ça va mettre des années à se mettre en place, donc en fait, énormément de gens se jettent dedans, les Microsoft, les Elon Musk et compagnie injectent des milliards, et ils vont prendre le pas sur la législation, ils vont tellement être en avance sur la législation et sur l'éthique que on va devoir les suivre. En fait, en gros, c'est ce qui va se passer, hein, malheureusement.
Et effectivement, l'entraînement des modèles sur la base de travail d'artistes sans rémunération, ça je trouve ça pas cool. Donc pour moi, en fait, il faut trouver des algos permettant de dire, en fait, dans cette image-là, il y a 0,01%, et comme à la SACEM et ce genre de choses, et tu reverses une part de droit à la personne qui a permis de générer ça. Alors, comment doit-on le faire? Alors ça, c'est un peu plutôt, nous, c'est nos petits commandements, qui valent rien du tout juridiquement, hein, mais en fait, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc on utilise l'IA uniquement comme matériel de référence, jamais comme matériel final. Il n'y a aucune image qui sort de Gaumont qui est 100% sortie d'IA. Vous voyez le petit portail, là, il a quand même été retouché à 70-80%, c'est le minimum acceptable pour que ça fasse une image finale. On mentionne toujours l'utilisation de l'IA sur nos projets. On n'utilise jamais dans les prompts le nom des artistes. C'est un truc qu'on faisait au début, on se dit « Ah, c'est trop cool, Greg Rutkowski, je ne sais pas si certains se rappellent de lui, pauvre garçon. » On le fait plus, on arrête parce que c'est voilà. Au mieux, au pire, on utilise des mouvements, genre impressionnisme, genre de choses, hein, mais jamais le nom des artistes. On n'utilise pas les mots de type trending on, je ne sais pas si certains font du prompt, souvent on utilise trending on ArtStation. Et en gros, on se sert d'un site pour aller dire tiens, on va chercher une info dans ce truc-là. Ça, pareil, on le fait pas. ArtStation, je ne sais pas si vous avez suivi, quand l'IA est arrivé, il y a eu quasiment tout le monde sur ArtStation a mis des no AI, parce qu'en fait, forcément, c'est leur travail qui partait, quoi. Donc nous, on a dit, on ne fait pas de trending on, et on a un petit dictionnaire de mots interdits qu'on n'utilise pas. Globalement, je vais être tout à fait honnête, ça ne change pas grand-chose, hein, si on le fait, mais en vrai, on obtient des images qu'on veut, même sans ça. Donc, un peu voilà. On essaye d'améliorer la qualité, d'augmenter la quantité, ou de faire plus d'itérations, plutôt que de réduire le budget et le planning. Donc c'est des choses qu'on veut éviter de faire, réduire le budget, réduire le planning, pour qu'il y ait les mêmes quantités de travail. Mais par contre, pour trouver ce compromis dont je parlais tout à l'heure, c'est on essaye d'augmenter la qualité, de sortir des images plus belles, ou un peu plus d'images, c'est-à-dire que quand on fait un développement visuel, au lieu de sortir 4 personnages, on va peut-être en sortir 6, c'est intéressant, ou de faire plus d'itérations, c'est-à-dire d'affiner un peu plus le design du personnage pour être sûr de ce qu'on va envoyer. Et on va essayer, là on ne fait pas encore de R&D sur ce genre de truc à Gaumont, mais on va essayer dès qu'on peut d'open sourcer ce qu'on développera. Et c'est fini. Voilà. Merci beaucoup Sébastien. Je pense que ça lève beaucoup de questions, mais ce que je propose c'est qu'on garde les questions pour la fin, et comme ça les trois intervenants aussi pourront répondre. On aura potentiellement un débat sur certains sujets. On va donc passer à Laura. Laura qui elle joue avec les mots et non pas avec les images, puisqu'elle est scénariste. Et je vous invite d'ailleurs tous à aller sur MyTF1 aujourd'hui, puisque depuis aujourd'hui, il y a un des courts-métrages de Laura qui a été sélectionné par un Laura Concours. Et donc vous pouvez voir le travail de Laura. Tu es aussi humoriste. Tu avais un one-woman show l'année dernière. Tu as beaucoup de cordes à ton arc autour des mots. Et toi, tu joues avec ChatGPT. Tu étais très sceptique au début. Finalement, tu t'y es mise. Et donc, on a hâte d'entendre comment tu l'utilises. Merci, bonsoir. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même beaucoup de créa graphique dans la salle. Est-ce qu'il y a des gens qui écrivent? Ah, super, je suis seule. Et deuxième question, est-ce qu'il y a d'autres néophytes, vraiment des gens qui débutent, qui se lancent, qui ont peur de l'IA ou... Ok, il y a que moi, très bien. Eh ben c'est super, donc moi je suis la caution ce soir, IA pour les nuls, voilà. Alors comme tu l'as dit, donc moi je suis autrice, réalisatrice, humoriste, mais effectivement le dénominateur commun de tout ça c'est les mots. Et donc moi au moment où ChatGPT a fait sa grande arrivée grandiloquente, bon, moi je l'ai découvert hein, bien après vous, parce que moi c'était en janvier 2023, quand on a commencé à tous s'en parler, là tout le monde parlait de ChatGPT, moi j'ai fait un refus d'obstacle. Alors, en bonne réal, en bonne autrice, j'ai dit alors non, alors moi ce truc je veux pas savoir, ça m'intéresse pas, puis je suis pas du tout geek, je suis vraiment une réal de films d'auteur, de terrain, voilà, le film de comédien, quoi, donc pas du tout effets spéciaux, le métaverse je comprends rien, les bitcoins je comprends rien, enfin voilà, donc en gros c'était pas du tout fait pour moi, à cette petite exception près que là tout d'un coup mon travail était un petit peu menacé. Alors que tout d'un coup tout le monde a commencé à me dire mais tu utilises pas ChatGPT pour écrire tes scénarios là, comment tu fais pour pas t'en servir? Je dis comment ça, non, je sais pas moi de ce truc c'est quoi? Et j'ai commencé à sentir que ça menaçait mon travail, donc là, panique à bord. Panique à bord,
Et j'ai commencé par être très en mode je refuse, je rejette, j'explique que non, jamais une machine va pouvoir avoir la patte d'un auteur, que tout ça c'est du vol, du plagiat, qu'il faut pas, etc. Mais bon, je vois bien que les prods autour de moi commencent un peu à me solliciter en me disant mais Lia, tu pourrais pas faire ça, et ça, tu pourrais pas le faire plus vite, et puis voilà. En parallèle, un de mes très très bons amis réalisateurs qui lui est à fond dans les... voilà, un ancien informaticien, bien geekos, comme on aime, il change son intitulé LinkedIn là, et il devient consultant IA. Donc je me dis ok, donc lui il prend le train en marche, moi pas du tout, je vais lui proposer qu'on se prenne un café quoi, histoire qu'on papote comme ça et que je puisse lui dire ce que je pense des gens qui veulent les artistes et qu'il n'y a pas de copyright. Et on se fait ce petit café et en gros il m'explique, on parle énormément d'éthique, de responsabilité, il a un peu le même point de vue que toi du coup sur le fait que voilà, la législation doit suivre, etc. Mais bon pour l'instant il n'y a rien. Et il m'explique aussi que ça va très très vite et que ce que moi j'ai compris en 2 heures, demain c'est caduc. Et donc on se dit que c'est bien, je vais m'inscrire à sa newsletter. Alors peut-être que certains sont déjà inscrits à cette newsletter auquel je vous invite à vous inscrire, qui s'appelle Générative, écrite par Gilles Guéraz, qui est super, toutes les semaines, une newsletter, 3 minutes de lecture, paf, pouf, paf. Générative, Gilles Guéraz, voilà, petit moment promo. C'est super les newsletters, mais le problème c'est qu'en fait... on les lit la première fois, la deuxième fois, la troisième fois on met une petite étoile pour dire je la lirai quand j'aurai du temps dans le métro, et puis au bout d'un moment on a 10 newsletters pas lus dans la boîte mail. Donc je l'ai rappelé et je lui ai dit écoute, moi je vais pas m'en sortir, là j'arrive pas à suivre, je te propose qu'on fasse un podcast. On va faire un podcast sur l'IA, comme ça va m'obliger, je suis journaliste, c'est mon métier de poser des questions, donc je vais te poser des questions sur l'IA mais toutes les semaines, comme ça je serai bien obligée d'avancer avec toi. Et c'est comme ça qu'est né notre podcast qui s'appelle Iatus. Donc Iatus, c'est I-A-T-U-S, donc sans le H. Bien les jeux de mots. C'est pas un trouvaille de ChatGPT, c'est de moi. Et comme ça, on a créé ce podcast il y a plusieurs mois. Et donc en fait, maintenant, toutes les semaines, on sort un podcast thématique. Donc ça va des grandes thématiques. On a commencé par ChatGPT, Midjourney, IA et vidéo. Donc on a parlé de tous les outils vidéo, Gen 1, Gen 2, etc. Mais on parle aussi IA et éducation, IA et santé. Voilà. L'idée, c'est un peu de démocratiser, vulgariser l'IA. Et dedans, je suis la sceptico-curieuse et il est l'expert qui essaie de dramatiser tout ça. Mais du coup, c'est assez intéressant parce que forcément, en lançant ce podcast, j'ai été obligée d'essayer tous ces outils que je voulais pas essayer. Bon, c'est pas mal, finalement, ChatGPT, Midjourney. Même Gen 1, Gen 2, c'est cool, on aime bien. Ça ouvre plein de perspectives. Donc je me suis mis à tester. Et ce que je trouve cool aujourd'hui dans mon usage, c'est qu'il n'est pas forcément quotidien. Je ne vais pas aller sur ChatGPT à chaque fois que j'ai un scénario à écrire. Pour plein de raisons, et j'imagine que vous avez les mêmes. C'est que, comme tu le dis, c'est entraîné sur les œuvres d'autres artistes. Donc quelque part, au fond de moi, je me dis, ce que je vais avoir comme résultat, c'est forcément un résultat qui existe déjà quelque part. Ou en tout cas, la fusion de résultats, de trucs qui existent. Et c'est pas ce qu'on cherche, nous les artistes. On n'a pas envie de faire un truc pour que dans 6 mois, on nous dise c'est du plagiat. Parce que forcément, cette idée, ce concept a déjà été développé quelque part. Par contre, le syndrome de la page blanche, on connaît tous. Ce petit moment où on reçoit un brief, on n'a pas beaucoup de temps, c'est un spot de pub, un film corporate, il faut pondre 5 concepts parce qu'en fait c'est un appel d'offres et puis je sais pas quoi, j'ai pas le temps. Et moi aujourd'hui ChatGPT c'est un peu mon co-auteur quoi, c'est un peu mon déclencheur d'idées. Sa première idée elle me sert à rien, d'ailleurs en général maintenant c'est Gilles qui m'a appris ça, je lui demande 10 idées parce que de toute façon la première est pourrie, la deuxième est pourrie, en gros voilà, rien en faire. Donc je lui demande direct 10 idées, je lui dis vas-y, tu es scénariste, tu es brillant, tu es drôle, et donc j'ai besoin d'une idée drôle pour... voilà, et je lui parle un petit peu de mon brief, et je lui dis donne-moi 10 idées. Voilà. Donc il va me sortir 10 idées, franchement, les 9 premières sont achetées à la poubelle, mais en général, il y en a quand même une où je lui ai dit ok, pourquoi pas, c'est une base, mais un peu comme un brainstorm en fait. Je sais pas s'il y a d'autres auteurs ici, mais le problème c'est qu'on écrit souvent tout seul. Parce que les droits d'auteur coûtent cher, donc les gens ne veulent pas payer. Donc on nous dit, tu écris seul. Donc on écrit seul, et c'est vrai que ça permet de lancer un truc, quoi. On se dit, ok, cette idée est pas con, bon, j'imagine qu'elle existe déjà quelque part, mais ça me donne une autre idée. De cette idée, une deuxième itération.
redonne-moi 5 idées en travaillant cette idée-là, mais en rajoutant ça, ça et ça. Et ça, une chronique pour 14 heures. Et voici 2 exemples de chroniques que tu as écrits. Je me suis dit, c'est pas lui qui va chercher un style d'autres auteurs, c'est moi qui lui donne. Je me suis dit, c'est ça ton style, je lui copie-colle littéralement 2 pages de mes chroniques. Je lui dis, écris-moi ma chronique sur Change Now. Autant vous dire, il ne reste pas grand-chose de sa chronique sur Change Now, qui était mais vraiment pourri. Je pas d'autres mots, honnêtement, il est pas drôle et ça m'a beaucoup inquiété sur mon propre style, je dois vous dire. Parce que vu qu'il s'inspirait que de moi, c'est ça le rendu, ça ne va pas. Mais ça m'a quand même aidé pour 2 trucs. Le premier, ça m'a donné une structure. Juste la structure, en fait, l'intro. Enfin, vous allez me dire, je l'avais déjà, mais le fait de me dire de quoi il va parler, lui, spontanément, sans... Alors, moi, j'avais aucune idée à quoi ça ressemblait Change Now. Lui, il savait. Oui, il y a des stands, il y a des conférences, il y a des machins. Donc il a commencé à me faire un peu une structure vaguement. Je me suis dit, ok, alors là, il parle des stands, très bien, des gens, comment ils sont habillés. Ah, ça, c'est intéressant. Demain, je pourrais quand même regarder comment sont habillés les gens. Vraisemblablement, ChatGPT n'y a jamais été, parce qu'ils n'étaient pas du tout habillés comme ils pensaient. C'était le festival des Véjas, quoi. Mais du coup, moi, ça m'a permis d'avoir un œil sur ça. C'est-à-dire le fait qu'il ait mentionné une façon de s'habiller que lui, il est plutôt proche du fermier, je dirais, qui n'y a pas été, je confirme. Mais du coup, le lendemain, je me suis dit, tiens, c'est intéressant de regarder comment les gens sont habillés, ça m'a permis de faire une vanne là-dessus. Il a fait une vanne vraiment très pourrie, alors je l'ai là, donc, je vous la lis. Il avait mis des stands à perte de vue, remplis de produits révolutionnaires, d'énergie renouvelable et de gens qui ont vraisemblablement passé trop de temps à méditer sur des graines de quinoa. Et je me suis dit, et ben voilà, je me suis dit, elle est pourrie, mais on rit un peu en culpabilisant, en se disant, elle est vraiment à chier cette vanne. Du coup, je l'ai gardée. J'ai remplacé graines de quinoa par graines de chia, je trouve ça plus drôle. Et j'ai dit, je vous rassure, cette vanne n'est pas de moi, elle est de ChatGPT. Et du coup, j'ai eu un rire sur ça, finalement. Le fait d'avoir dit que c'était ChatGPT, c'est ça qui a fait rire. Bon, elle était il y a quelques mois, donc c'était tout nouveau, c'était génial. Et puis après, j'en ai rejoué, en fait, tout du long en disant ChatGPT m'a dit que... Et finalement, c'est ça qui a nourri ma chronique. C'était cette espèce de... Elle était drôle parce qu'elle avait été coécrite avec ChatGPT. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire comment je transforme le pépin en pépite. J'étais en galère. Il m'a pas franchement aidé, mais finalement de dire que j'avais été en galère et que ChatGPT m'avait aidé à sa façon, ça m'a permis d'être drôle et d'avoir une chronique aboutie à 14 heures, alors que concrètement j'avais eu qu'une demi-heure pour la pondre, quoi. Donc voilà, ça c'est un des exemples. Désolée, moi j'ai pas de PowerPoint, je veux que raconter ma life, j'ai pas eu le temps de préparer, il y en a qui travaillent. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, non, il y a ça. Il y a un autre truc sur lequel ça me sert énormément de ChatGPT, et pour le coup, je le trouve très performant, donc pas bon humoriste, mais très performant, c'est le travail de synthèse. S'il y a des gens ici qui écrivent beaucoup, notamment des scénaristes, vous savez qu'on vous demande régulièrement, au-delà du scénario, d'avoir un synopsis en 1 page, un synopsis en 3 pages, un synopsis en 8 pages, et puis un pitch en 40 mots, et puis voilà, et on passe notre temps à réécrire, à adapter les dossiers pour que ça colle à telle ou telle demande de telle ou telle prod, etc. Ça marche aussi si vous bossez en pub et qu'il faut tant de pages de rendu pour l'appel d'offres. Moi, je lui fais beaucoup synthétiser. C'est-à-dire qu'en fait, je vais écrire un peu en écriture automatique, puis après, je vais me dire, ok, il faut la synthèse en 5 lignes, et c'est lui qui me synthétise. Alors, bien sûr, il faut repasser derrière, mais c'est quand même un travail qui est long, fastidieux pour un auteur, et qui te fait en 2 minutes très 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 bien. Donc, enfin, même pas 2 minutes d'ailleurs. Donc, pour tout ce qui est synthèse, ou alors si vous avez des recherches à faire sur un sujet un peu pointu pour écrire, je sais pas, vous écrivez un film sur des enquêtes policières, des choses comme ça qu'on maîtrise pas, ou alors un événement qui a eu lieu, un fait divers, et il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes d'infos dessus, hop, copie-colle, synthétisement en 1 page l'essentiel, et ça c'est un gain de temps énorme. Ça veut pas dire qu'après on n'ira pas lire en détail. C'est-à-dire que dans l'urgence, quand on est pressé, il y a quand même un bénéfice immédiat et qui vole son travail à personne. Ça, pour le coup, a priori, moi j'ai pas de stagiaire qui synthétise les dossiers. Donc voilà, je trouve que c'est un peu un co-auteur, un peu un partenaire, et je choisis des fois de faire appel à lui et des fois pas, et je pense que ça c'est vraiment l'outil partenaire, c'est pas le remplaçant. On parlait de grand remplacement, mais moi ça m'a permis de dédiaboliser ce truc-là et de me dire, ok, c'est un partenaire, c'est un outil à ma disposition dont je me sers quand je veux et je ne me sers pas quand je ne veux pas. Et voilà, et que je maîtrise aussi sur l'uniformisation des contenus, en gardant toujours ça en tête, en disant tout ce que me donne ChatGPT est forcément issu de quelque chose qui existe, donc
je dois m'en écarter, donc je dois m'en éloigner en fait. C'est à moi de faire ce travail-là, ce ping-pong avec lui, pour être plus original, pour être plus intéressant. Et je voulais juste vous dire une dernière chose, si j'ai le temps, en tant que réalisateur, pour le coup, parce que là on parlait beaucoup d'auteurs, mais sur la partie vraiment création, moi je fais des films en live action, comme tu dis, je trouve ça cool, je pense que maintenant je dirais toujours je fais du live action. Avant je faisais de la fiction, mais bon, c'est pas grave. Et pas mal. Et aussi des films graphiques, donc on travaille avec des animateurs, des illustrateurs, etc. Et je me retrouve de plus en plus en tant que réalisateur, donc en direct avec les boîtes de prod, à devoir défendre ces métiers, et les voix aussi. Parce qu'en ce moment, il y a un énorme débat sur les voix off, le doublage, qu'est-ce qui va advenir du métier des comédiens, et en vrai et en voix. Et le fait de vraiment connaître maintenant, de m'être intéressée, d'avoir creusé, d'avoir écouté, fait des tests. Là, mon prochain hiatus qui sort, c'est ma voix clonée qui fait l'intro. Donc je l'ai testé, j'ai voulu voir comment ça rend. Alors déjà, elle parle beaucoup plus vite que moi, ce qui est quand même pas simple. Et je trouve que voilà, ça m'a obligée à m'intéresser. Et comme réalisateur, je me sens responsable des métiers qui travaillent pour moi, de tous ces gens qui gravitent autour d'un réal, qui sont ces comédiens, qui sont ces techniciens, qui sont ces gens-là. Et maintenant, par exemple, l'autre fois, il y avait des prods qui m'ont dit « Tu veux pas plutôt qu'on fasse de l'IA là pour la voix, ça ira plus vite et tout ». Si j'avais pas pris le temps de vraiment écouter ce que propose l'IA et de pouvoir lui dire « Alors ouais, ok, je vois pourquoi tu dis ça, c'est moins cher, mais cette voix-là, il faut vraiment qu'il y ait du jeu aujourd'hui. La voix IA, elle joue pas, on peut pas jouer sur les intonations, ça marchera pas. » Pareil pour l'image. On peut oui se dire bah ouais, ce décor-là en fond vert, on va pouvoir le créer en IA et ça c'est cool parce que ça nous ouvre plein de trucs moins chers qu'on pouvait pas faire avant. Mais à l'inverse, je sais aussi quel graphie je vais demander là-dessus, combien de temps ça va prendre. Enfin, il y a vraiment un truc de l'ordre de ça ouvre plein de perspectives et en même temps ça pose les bonnes questions sur l'éthique, sur la responsabilité de chacun. Et ça, je trouve ça. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop ennuyé. Je repasse la parole. Beaucoup Laura, je pense qu'on va tous aller écouter la chronique sur exactement. Et bien avant juste de passer à Stéphane, je vous propose de voir aussi une IA en live et de vous montrer. On a construit Pimento par passion pour les processus créatifs parce que notamment vous venez d'évoquer ce que Stéphane évoquera par la suite. Et ce qui nous intéresse, c'est la manière dont les créatifs vont collaborer facilement, parce que ça peut rester quand même assez complexe aujourd'hui, avec des IA qui vont pouvoir personnaliser. Et donc nous, ce qui nous intéresse, ce sont les 3 étapes du processus créatif, à la fois le brief, pour personnaliser des IA, pour éviter la généralisation que vous évoquiez, l'interaction et la génération et les itérations qui sont nécessaires et qui étaient évoquées précédemment, et finalement le partage et la récolte et la collaboration pour récolter l'ensemble des éléments des parties prenantes. Et je vous montre juste en action à quoi ça peut ressembler. Donc j'ai pris un cas d'usage qu'on a eu avec un designer qui travaillait sur la UI, enfin sur une direction artistique et des intentions pour un site web, pour une application de réseau social, plutôt pour la Gen Z, comme on dit. Donc, vous voyez ici quelques éléments textuels et visuels qui ont été donnés par le client. Lorsque le designer se connecte sur Pimento, il va créer un board, donc un espace dans lequel il va réfléchir, qu'il va briefer. Donc là, on va écrire, on va retrouver les mots qu'évoquait Laura. Donc là, il va lui expliquer qu'il a besoin de designer une UI pour une plateforme de réseau social qui target qui vise la Gen Z, en faisant quelques fautes d'orthographe au passage, qui cherche un style plutôt futuristique, qui parle des vies rapides de cette nouvelle génération. Il va pouvoir, comme l'évoquait aussi Sébastien, lui indiquer certaines images, certaines premières intentions visuelles qui vont être utilisées pour personnaliser les algorithmes. Donc il va attendre quelques minutes que les IA intègrent tout cela. Et il va se retrouver sur un board où il va pouvoir explorer donc très facilement. Là, il a tapé juste une fille. Donc il va avoir des premières images, des premières intentions qui correspondent à son univers initial, ce qu'évoquait aussi Sébastien, et commencer à itérer, donc trouver donc là une fille, une fête foraine, va pouvoir les mélanger de manière très simple et très rapide pour voir à quoi pourrait ressembler cette fille dans un univers de fête foraine, et donc se projeter très vite, avoir des premières idées,
Il va pouvoir bénéficier des suggestions. Laura t'évoquait le fait de pouvoir du ping-pong et d'avoir quelques idées. Alors, il n'y en a pas 10, il y en a 5, là, mais les 2 premières sont nulles, les autres sont bonnes. Avoir des idées sur du texte ou sur de l'image. Continuer d'itérer à partir de ces itérations, arriver à un peu plus tard avec beaucoup de contenu, pouvoir les sélectionner, donc là faire son travail de designer et de choisir, de trouver une grammaire, de trouver un lien entre l'ensemble de ces images, qu'il ira ensuite partager à son client et sur lequel il pourra récupérer l'ensemble des remarques. Donc on est actuellement en version bêta avec quelques designers qui utilisent, et quelques créatifs qui utilisent la plateforme. Si ce que je viens de vous dire vous parle, et si vous voulez l'utiliser, n'hésitez pas à venir nous parler juste après ou à scanner ce très gros QR code pour vous inscrire à la waiting list. Et vous amuser avec nous. Je laisse un peu, voilà. Sachant que on pourra en discuter après. Mais les cas d'usage sont aussi nombreux, donc là je peux vous montrer dans le jeu vidéo, dans l'exploration photographique, dans la recherche d'intention pour des campagnes de marketing ici plutôt pour Noël, dans l'animation qu'évoquait Sébastien, ou dans la recherche graphique sur le marketing. Il y a beaucoup d'autres cas d'usage. C'est fini pour parler du Mento, et maintenant on passe à la dernière partie avec Stéphane. Alors vous allez le voir, mais plus on entend parler Stéphane, plus ça devient difficile de le présenter en une seule phrase. Du coup, parce qu'une image vaut 1000 mots, j'ai choisi cette image, qui m'est très personnelle parce qu'elle était accrochée chez moi pendant très longtemps, et qui est une image que tu as réalisée en 2007 pour l'ouverture des machines de Lille à Nantes. Je vous invite à aller voir si vous n'y êtes pas allé, et qui je pense te résume très bien, puisque ceux qui sont allés pour en témoigner, mais les machines, c'est un monde, une ouverture complètement créative sur notre quotidien. Enfin, ça ouvre énormément de potentiel, tout en étant de manière très assumée, accompagné par une mécanique bien huilée, qui reste très, très mécanique. Et il y a des machines derrière. Et finalement, ces 2 angles d'attaque me paraissaient intéressants pour évoquer ton travail. Et je te laisse nous dire aussi si tu trouves ça pertinent. Ce que je déteste, c'est le style, finalement. Le style, quand quelqu'un a un style qui est toujours le même, je me dis, mais ça va être très embêtant de faire ça toute sa vie. Par exemple, je pense que Hergé a une malédiction quelque part, c'est l'oreille cassée, je sais pas. Et ça doit être abominable de toujours devoir faire, quand ça a marché, quelque chose. Et moi, ce qu'il y a, c'est que je passe d'un univers à un autre, d'un style graphique à un autre. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire que je préfère avoir du style plutôt que un style. Donc cette image correspond à un style, qui correspond aussi à une demande, qui correspond à 2 personnes que je connais bien, qui sont François de la Rosière et Pierre Auréfils, qui ont créé les machines de Nantes, les anciennes de Royal Deluxe. Et effectivement, je ne vais pas arriver avec une esthétique qui soit totalement, on va dire, décollée de ce qu'ils font quand même. Parce que je fais quand même un travail qui est là pour sublimer ce qu'ils sont, ou intervenir et amener d'autres choses en complément à leur univers qu'ils ont développé. Je ne dois pas me substituer à ça, quoi. La commande du graphiste, elle est là. Elle doit respecter, c'est un passeur. Le graphiste est un passeur, et on fait des images pour passer des choses. Nous sommes des passeurs. Voilà. Entre une idée et un spectateur. Voilà. Donc, l'IA, moi je l'ai découvert, parce qu'on parle d'IA, bon, après, j'ai fait d'autres choses. Par exemple, ça aurait pu être tout ce que j'avais fait pour IAM, notamment l'école du micro d'argent, Ombre et Lumière, toutes les prochaines. En 12 ans, plus d'autres choses, pour donner des marqueurs de pop culture, on va dire. Parce que le graphisme, c'est ça aussi, c'est la pop culture, quand ça marche. Là, pour ce qui est de l'IA, j'ai découvert ça, on va dire, tout début janvier 2022. En fait, je vois passer des images qui ont été générées, mais je ne le sais pas, sur comment ça s'appelle, sur Disco Diffusion. Et je vois ça et je me dis, waouh, il y a des mecs qui font des peintures à la tablette graphique, ils se chauffent bien. Il y a avec un petit côté art pompier 19e. C'est bien parce que d'un coup, l'IA, c'est entre l'art pompier et le dadaïsme, quoi. Et je me dis, waouh, je veux savoir comment ils font ça. Et donc je rappelle ma fille qui fait des études de cinéma, je dis, je crois que tu m'as tapé la tablette graphique, j'aimerais que tu me la ramènes. En fait, je me plantais totalement parce que c'était l'IA, c'était pas la tablette graphique. Donc ça, c'était mon premier constat et mon premier désarroi, quelque part. Et là, en parlant avec un ami qui est à l'étranger, qui a une galerie d'art numérique, il me dit, bah tiens, on échangeait sur plein de trucs. Et essayé de m'expliquer la crypto-monnaie, j'ai toujours compris. Voilà, non, t'inquiète pas.
J'ai dit, ouais, pendant 2 heures, j'ai essayé. Au bout de 3 jours, j'avais mal à la tête. J'ai dit, je vais passer à autre chose. Et du coup, je commence un petit truc sur une application, je pense que tu dois connaître, qui s'appelle Wombo. C'était un petit truc tout ridicule, on va dire, mais qui donnait ce qui est l'essence même de ce qu'on appelle l'hallucination. Parce qu'on dit que l'IA hallucine quand même. C'est un peu Alice au Pays des Merveilles. En fait, on a inventé un logiciel sous psychotrope, je sais pas. Et du coup, de Wombo, je trouvais qu'il y avait effectivement, il n'y a pas de finition, il y a juste l'intention. Est-ce que finalement, nous, on voit dans l'image alors qu'elle n'y est pas? Ça, je trouve ça, cette relation intéressante. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour désigner quelque chose, c'est le spectateur qui recrée l'image. Et de là arrive, on va dire, je commence à tester des choses justement sur Midjourney, sur lesquelles moi, même ça fait des années que je travaille sur un Mac depuis 89, je déteste l'informatique. Je peux le dire. Donc quand je me suis retrouvé sur la page de Disco Diffusion, on a l'impression d'avoir que des codes et des machins. J'ai fait, oulala, c'est pas pour moi, je peux pas. Puis je suis revenu, j'ai appuyé. Mais ils m'ont dit, non, mais tu appuies, c'est super simple. J'ai dit, bon, les salauds, ils ont fait un truc pour buter tout le monde. Et de là, ça a été assez magique parce que d'un coup, le soir où je partais, le lendemain, j'avais à peu près 30 images que j'ai générées. J'ai dit, waouh, quand je dors, ça bosse. Cool ça. J'ai dit, là, c'est intéressant. Ça m'intéresse. Je peux pas agrandir les journées, mais que d'un coup, il y a quelque chose qui bosse à ma place, à ma place, avec une indication. C'était quand même les débuts, on a des esthétiques effectivement qui revenaient, beaucoup de citations d'auteurs, d'artistes. Alors là-dessus, je m'inscrirais peut-être en faux, c'est-à-dire que j'ai utilisé le nom d'artiste, mais d'artistes qui effectivement sont morts depuis plus de 70 ans, puisqu'il n'y a pas de droit d'auteur. Donc je tiens quand même à remettre ça, parce que j'ai fait partie de l'Alliance française des designers, donc il fallait on peut le faire, voilà. On ne va pas s'interdire de mettre honneur de Vinci, par exemple. Ouais, d'accord. Voilà. Non, c'est pas du tout reconnaissable, et en plus, ça tout moi rien. Voilà. Non, par contre, sur plein de choses, je suis tellement d'accord. Moi, toi, tu fais partie de Gaumont, donc c'est normal. Puis même l'utilisation que tu en as, on va dire, même si tu mets une journée, tu as des restrictions, on va dire, par rapport au chiffre d'affaires de la boîte. Voilà. Ah oui, c'est pas pareil. Moi, je n'ai pas les mêmes soucis. Donc, je peux me permettre d'être un peu plus punk, si tu veux, dans l'utilisation des algorithmes. Et de dire que, finalement, je paye un algorithme. Je ne parle pas d'intelligence artificielle, je dis algorithme. Parce que d'un coup, le débat de l'intelligence artificielle est quelque chose de psychanalytique qui nous fait totalement peur. Parce qu'on va se dire, oh là là, c'est le grand remplacement, comme tu disais. C'est un terme marketing, on va dire aussi. Qui est là pour un peu nous agiter, mais en même temps nous rassurer, nous titiller. On dirait, voilà un nouvel algorithme, on ne se poserait pas la question de savoir ce que c'est. Donc ça a bien fait, on va dire, son job, il remue la population. Moi, je me suis rendu compte que c'était un super outil de suite, par contre. Je me suis dit, waouh, c'est un outil. Je le prends comme un outil. On parlait de droit d'auteur, quand il y a eu l'invention du photocopieur qui, dans les années 70, est arrivé sur le marché, on va dire, les punks de 76 commencent à faire des pochettes de disques avec des photocopies et des lettres de tracette. Voilà, et ils commencent à découper et faire du homemade avec des cassettes. Je me suis dit, mais ouais, mais en fait c'est pareil, on génère des trucs, on photocopie, on arrive, on sort, on ne le photocopie pas. On prend des images qu'il y a et on prend tout ça et on en fait autre chose. Donc voilà, mon approche elle est plus sur le fait de dire, de toute façon je paye, et je ne vais pas mettre que j'ai fait ça en IA, parce que dans ce cas je vais commencer à mettre la marque de mon téléphone. J'ai un client au téléphone pour un boulot. Je vais mettre le nom de mon opérateur téléphonique aussi. Je vais commencer à mettre qu'il est Photoshop, et puis bon, si j'ai grignoté un truc pendant que je bossais, je vais le mettre parce que ça m'a aidé à bosser, quoi. Non mais on va plus s'en sortir. Donc pour moi c'est un outil, je paye, stop. Pas à dire j'ai travaillé avec tel opérateur téléphonique pour bosser. Ça me paraît logique. Quoi. Je paye un service, je l'ai payé, point barre. Qu'il soit fait de l'IA, pas de l'IA, on s'en fout. Est-ce que d'un coup, oui, c'est après. Dire oui, est-ce qu'il faut mettre, oui, il faut mettre, quand on prend les photos d'Adobe Stock, etc. D'un coup, je préfère faire des images en IA que prendre que de l'Adobe Stock. Voilà, quand même, ça veut dire. Voilà, donc moi ce que j'ai commencé à faire, je me suis dit, ok, questionnement, ça sert à quoi? On s'en sert comment?
Au tout début, ça donne quand même des images un petit peu bizarres quand même, donc très peu exploitables. Par contre, je me suis dit, tiens, ça relance la narration. Donc à partir de ces images, finalement, l'homme dans tout ça, c'est pas s'il produit pas l'image en tant que telle, lui, par contre, peut créer la narration. Il n'y avait pas encore ChatGPT et Copiaille. C'était pas terrible. Donc, c'est faire du narratif. Donc, l'homme fait le lien. Et l'intelligence, c'est faire le lien entre les choses et les analogies. Donc, il y a encore des petites choses à dire quand même. Voilà, ça m'a perdu. Donc, je vois, j'arrive pas à dire non. C'est le langage. J'ai donc décidé, j'ai parti sur un truc un peu fou, dire bah, tiens, je vais faire un bouquin avec toutes ces images. Puis il y a un copain, j'embarque là-dedans, moi j'écris des trucs, et puis le fait d'écrire, tu disais, c'est action-réaction. D'un coup, tu crées une image qui renvoie une autre idée, puis tu essaies de faire quelque chose, et puis à mesure la techno elle avance, tu passes d'un coup en 3 mois d'un algorithme à d'un coup à mi-journée, où ça c'est une petite révolution. Et tu te dis en même temps, bah, finalement, pendant que je suis en train de faire ce bouquin, je peux en faire un deuxième, avec une autre esthétique, justement, parce que l'IA a tué l'esthétique, quelque part. On peut tout mixer, donc il reste les idées, il reste notre parti pris aussi. Et là-dessus, donc, je me suis dit, tiens, est-ce que j'arrive à sortir de bouquins? Donc, octobre l'année dernière, j'ai édité 2 bouquins de 230 pages. Ils sont sur 2 propos totalement différents. Il y en a un qui part, parce que ça avait commencé le 24 février, en réalité, en pleine guerre, déclaration de guerre en Ukraine, une opération spéciale pour certains. Et d'un coup, effectivement, il est un peu plus noir, on va dire. Il est un peu plus dark, il est, on va dire, au post-nucléaire, donc il rentre dans une espèce de mythologie, chronie et compagnie. Le deuxième, par contre, on dirait un documentaire photo sur le réchauffement climatique, migration, pollution. Rien à voir. Rien à voir du tout entre les 2 projets. Voilà. Ce qui aurait questionné aussi le propos de la, comment ça s'appelle, de la photographie, là aussi. Sur la photographie, du coup, je montrerai, j'ai sorti ces images en IA, en Ektachrome, format 6.7. Il y a un procédé argentique. Donc, mon Ektachrome est une photo, mais ce n'est pas une prise de vue. C'est un procédé argentique. C'est une photo. La photographie est avant tout un procédé. Man Ray faisait des photos, on va dire, utilisait, on va dire, avec l'aérogramme, on va dire, le système photographique sans appareil photo. Donc il n'y a pas de prise de vue, mais c'est une photo. Ce qui m'a donné l'idée d'appeler notre copain qui s'appelle Mathias Olmeta, qui est un des meilleurs tireurs d'ambrotype, donc procédé 1860 sur plaque de verre, de dire, bah, tiens, on va prendre les IA, et on va les tirer avec la chimie de 1860. À partir de là, le débat sur la photographie n'existe plus. C'est une photo. Point. Voilà. Donc, pendant un an, ça a été une succession de réflexions, justement, pour ce débat-là. Et d'ailleurs, Paris Photo, j'ai appris qu'il y avait pas mal d'IA, justement, cette année, qui était déjà entrée dedans, donc c'est normal, quoi. Mais c'est une dédiabolisation et une normalisation, on va dire, de l'outil. Voilà. De là, d'un coup, on se dit, bon, c'est très bien, tu t'amuses, Stéphane, tu fais des conneries, à côté du boulot, tu fais la recherche, tu sors des bouquins pour t'amuser. Par contre, en tant que professionnel, en quoi ce travail-là est monétisable? Ben oui, un métier, gagner de l'argent avec, donc il y a le grand remplacement de l'IA, attention. Donc, là-dessus, j'ai réussi quand même à faire passer, à partir du fin août, un projet d'édition pour le Centre national d'art vocal. Donc, le Centre national d'art vocal, si vous voulez, si vous leur demandez des photos, vous avez que des photos de gens avec la bouche ouverte. Et puis généralement habillés en noir, sur des fonds sombres. Voilà, c'est-à-dire que c'est interchangeable presque,
donc c'est très peu visuel. Et puis je leur ai dit, bon, vous n'avez pas d'image. J'ai dit, j'ai un truc à vous proposer. Et du coup, j'ai généré tout le programme, toutes les images en IA. En prenant leur texte et en me référant à leur texte. J'ai sorti toutes les images du programme en une journée. Sans culpabilité. Sans culpabilité. Et je suis content parce que je pense que c'est peut-être le premier programme dans sa totalité imprimé donc en septembre 2022. On va peut-être mettre des images, parce que moi, sinon, parce que j'ai à peu près 200 slides. Si vous avez du temps, là, une couette. On va mettre plutôt le 2. Les expos, j'ai fait aussi une expo. J'avais de la réalité augmentée, du machin. Alors voilà, ça c'est musique à 13. Oui. Donc, je suis content parce qu'ils ont totalement accepté. Bon, quand je leur ai dit IA, je crois qu'ils n'avaient pas compris très bien ce que c'était. Donc j'ai peut-être eu cette chance. Mais c'était bien parce que ça mettait un marqueur, dire on peut faire des choses et on peut les monétiser. Et moi j'ai vécu déjà une révolution au niveau de mon métier. En 88, j'étais étudiant en art graphique, on apprenait comme depuis Gutenberg. En 89, il y a un Mac qui arrive. Toutes les agences de com disaient que le Mac était un gadget, parce qu'il n'était pas relié au système d'imprimerie pré-presse. 3 ans après, ça avait tout basculé, les studios de création dans lesquels il y avait 10 personnes, il n'y avait plus que 2, etc. Donc, ayant déjà vécu cette espèce de répétition, je me suis dit, tiens, ça me rappelle un petit peu quelque chose. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est pas parce qu'on gagne du temps que d'un coup, ça va être moins bien payé. Voilà. Dans la réflexion design, c'est les choses, on les fait pourquoi, on les fait comment, moyen, et on les fait à quel prix. Donc sur ce tabouret qu'il y a là, sur ces 3 valeurs, il faut qu'elles soient équilibrées. Pardon. Sinon le tabouret, sur 2 pieds, il se pète la gueule. Donc, j'estime, et dans ce cas, c'est dire à l'interlocuteur, si vous avez vu la publicité, entre guillemets, qu'on en fait, dire tu tapes un texte, il y a quelque chose qui sort. Moi, je tape sur Google, il y a un truc qui sort. Même je tape avec les mains sur le clavier, il y aura un truc qui va sortir. Voilà. Il n'y a rien de magique à ça. Hein. Donc, l'idée, c'est de dire non, mais si tu as l'idée, c'est très beau. Si tu as l'idée, si tu sais comment l'écrire, moi j'aimerais savoir comment faire, vas-y, fais-le. Ça me rappelle, oui, mais mon petit cousin, il a Photoshop, Illustrator, il fait des dessins, vas-y, on ne fait pas le même job, c'est tout. Voilà. Donc, c'est dire, comme vous n'y arrivez pas, j'ai une valeur ajoutée derrière. Après, c'est mon regard qui peut être une valeur ajoutée. Donc, je le finis. Il est monétisable. L'auteur, c'est moi qui décide. Je ne vais pas me laisser marcher. Non, parce que c'est pas l'IA qui va marcher dessus. C'est l'humain qui va marcher dessus. C'est lui qui va me dire ah non, si tu ne vaux plus rien, je vais te payer mon. L'IA, elle va rien me dire. Hein. Donc, vous inquiétez pas, le problématique, c'est pas l'IA, c'est l'humain qui est derrière. Voilà. Ah non, mais. Attends, je vais essayer de souvenir. C'est pas un souci. Ouais, j'ai tapé un peu dans le truc un peu lourd. Donc ça, voilà, ça c'est les. Voilà. Ah, tu dois. D'accord, ok. Voilà. Bon, ça c'était le programme. Ça c'était le poster programme. Donc tout ça. C'est généré en IA. Voilà. Donc ça c'est un poster recto verso et il y avait tout l'agenda programme avec et toutes les images étaient imprimées en noir et blanc, programme un peu plus design. On est sur
typologie graphique qui n'a rien à voir avec justement les fonds des machines. Et d'un coup, je me suis amusé. Donc, par exemple, j'étais très content d'ailleurs de la tête de mort rose avec la bouteille verte, parce que c'était sur un texte sur le poison et qui parlait d'absinthe. J'avais rencontré quelques difficultés à créer une bouteille en plastique. On ne sent pas une bouteille en plastique. Une bouteille en plastique. Donc j'avais réussi ça. En tout cas, ça c'est tout ce que j'ai produit donc en septembre 2022. Essayer d'avoir des choses qui étaient un peu plus sur l'illustration, des choses qui étaient un peu plus sur le regard contemporain, on va dire sur une approche style photographique. Remonte, voilà, ça, celle-là, ça c'est, voilà, du coup, ils m'ont rappelé quand même pour bosser avec eux, alors ça c'est sur un programme. Désolé, c'est trop lourd. Bon, voilà, bon, ça c'est une autre approche. Donc là c'était en septembre. Donc hormis la partie typographique, toute la conception, on va dire graphique, les éléments graphiques sont derrière, sont générés en IA. Alors il y en a qui verront des allusions à la pochette de Joy Division de Peter Saville. Voilà. Mais en fait je n'ai ni Saville ni Joy Division dedans. Donc là on peut créer des éléments graphiques purement abstraits. Et par contre, là où ça devient intéressant, c'est qu'on ne reste pas uniquement sur le RVB et l'écran, c'est qu'un coup on traite ça en 2 couleurs Pantone et là on revient en base du design graphique par rapport au print. C'est-à-dire que là d'un coup, c'est la partie technique d'impression que l'on met dessus qui prend sa valeur. Voilà. Oui, oui, oui. Tiens, celui-là. Alors là, c'est cette année. Donc c'est depuis septembre. Du coup, je me suis dit, bon, c'est bien, on prend, on triture. Par contre, avoir la régularité, donc là, c'est créer d'un coup le répertoire. On va dire, c'est toujours là pour la même structure. D'un coup, ils ont fait un spectacle autour de... Ils ont une création qui dure sur 4-5 ans autour de Ulysse, pas d'Ulysse, d'Hercule. Et d'un coup, je me suis dit, on va faire quelque chose un petit peu digne des travaux d'Hercule, mais au lieu de travailler sur la force d'Hercule, on va travailler sur un côté fragilité de la céramique. Donc, tous les éléments ont été créés en céramique, avec des allusions, on va dire, qui sont plus, on va dire, antiquité grecque. Il y en a, c'est plus du bleu de Delphes, c'est le bleu méditerranéen qui revient, parce que c'est une thématique globale autour de ça. Et après, ça a permis de faire des tracteurs aussi en céramique, des instincteurs en céramique. Et instincteur en céramique que d'ailleurs je vais faire reproduire par un atelier de céramique. Voilà, c'est vrai. Donc d'un coup, l'idée de l'IA me permet de faire du développement produit design à côté. Alors que je ne pars pas là-dessus, je pars sur un programme d'art vocal. Sauf que tous les éléments, on va dire, qui sont dans ce répertoire-là d'images, puisqu'il y en a à peu près une centaine, cet inventaire, pas trop loin finalement de ce qu'on voit dans la surproduction d'images, nous propose l'IA, c'est une organisation, tout est numéroté, inventorié, on le retrouve dans un élément, un autre élément, etc. Dans un support, je veux dire, un autre support sur le site, donc il y a tous les numéros qui apparaissent. Et d'un coup, effectivement, il y a d'autres projets sur lesquels on arrive, on peut créer ou donner des bases pour créer de l'objet réel aussi. D'un coup, ce ping-pong-là qu'il y avait dans la discussion, c'est de dire c'est quoi cette passerelle entre réalité et virtualité, l'écran, le print, tirage photo, vidéo. Là, la dernière affiche pour Nantes, par exemple, il y a 200 calques, 286 calques. Pas en IA. C'est de la compositing, ça va. Voilà.
Donc c'est des façons d'aborder les choses. Comment on l'utilise? Est-ce que c'est l'image unique? Est-ce que c'est un répertoire d'images? Est-ce que c'est... Alors moi j'ai cette flexibilité parce que dire bah tiens je vais lancer ça de cette façon-là. Et des teintes, travailler avec des techniques d'impression avec des argents sous couche, etc. ou autre, là c'est du print. Et d'un coup c'est en fait c'est développer la créa. Voilà. Merci. S'il y a des gens qui sont à l'extérieur et qui veulent venir s'asseoir, je pense que c'est le moment pour pouvoir la chaise musicale. N'hésitez pas. On va pas vous shaker. Et on va pouvoir prendre des questions qui vont s'adresser. On va prendre quelques questions qui vont s'adresser aux 3 intervenants. La première étant la plus dure. Qui veut se lancer? Bonsoir. Je m'appelle Léa, je suis graphiste et motion designer. Et merci pour ces présentations très intéressantes. Et est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de vos outils préférés de conception d'images par IA? Oui, personnellement, en fait, il fallait s'inscrire, pas en payer, il fallait s'inscrire pour pouvoir avoir la possibilité peut-être de faire de l'IA. Donc je me suis inscrit, j'ai fait une demande, une requête à Midjourney et une requête à Daily. Et en fait, le premier qui a tiré, qui m'a ouvert la porte, ça a été Midjourney. Et quand je suis allé sur Daily, il y avait des rendus qui étaient assez incroyables, mais je trouvais que le système n'était pas bon. Pour une raison très simple, c'est que, peut-être qu'on va en discuter, mais on est sur la page blanche sur Daily, et complexité de plus pour moi. Il n'y a rien du tout, l'informatique me rebute, je n'ai jamais joué à un jeu vidéo de ma vie, quoi, tu vois. Donc, quand je suis arrivé d'un coup sur Discord, j'ai cru que j'ai eu la faille de San Andreas, elle était là, voilà, j'ai tremblé dans tous les sens. Et en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'ils sont super malins, je trouve, parce que le fait d'avoir mis ça sur Discord, on parle de machine learning, la machine apprend, et en fait, d'un coup, on apprenait de ce que les autres font. Voilà. Et on s'inspirait aussi de ce que les autres faisaient, parce qu'on voyait comment ils promptaient, comment ils écrivaient, etc. Une espèce de partage, d'un coup, global, qui se fait, dans laquelle la question du droit d'auteur aussi peut intervenir. Bon, ça, c'est un autre débat. Et du coup, j'ai appris, en fait, sur la peur du début. D'un coup, j'ai appris très rapidement en voyant les autres faire. Voilà. Donc, on va dire l'intelligence artificielle m'a moi-même entraîné. Moi, je dirais, alors il y en a plusieurs. Hein, je dirais le premier, c'est Midjourney, parce que tu mets 3 mots, tu obtiens une image qui défonce. Donc, ça permet de dégrossir très très rapidement l'idée. Après, nous on travaille avec des producteurs et souvent, est-ce qu'on peut avoir les cheveux machin comme ça, ou la robe comme ça, ou le truc comme ça, le truc comme ça. Ça, Midjourney te permet pas de le faire, tout en gardant le même personnage. Il va te générer un autre personnage. Même s'il y a des trucs qui sont sortis récemment qui permettent de créer un style, genre de choses, il n'y a pas de consistance dans les personnages, donc ça marche pas. Donc on passe sur Stable Diffusion dès qu'on a des demandes précises. Stable Diffusion. Yeah. Parce que alors c'est très faux, c'est un peu geek, hein, faut installer le truc, il y a plein de potards partout, il y a plein d'extensions, il y en a qui sont tous les jours, donc s'y retrouver c'est un peu compliqué. Il y en a 3-4 qui sont juste inévitables, genre ControlNet en numéro 1, donc si jamais vous en avez pas entendu parler et que vous cherchez à apprendre un peu comment ça se passe dans Stable Diffusion, vous pouvez essayer ControlNet, c'est vraiment une tuerie. Et après au-delà de ça, il y a 2 interfaces, hein. Il y a un truc pour Stable Diffusion, mais qui est nodal, qui est encore un peu plus technique et qui ressemble plus à notre façon de travailler nous, dans des outils comme Maya, Houdini ou Unreal Engine, un truc nodal. Donc c'est pas mal parce que tu retrouves un peu les automatismes de travail. Et après, sur les étapes suivantes, parce qu'il n'y a pas que la création d'images fixes, hein, nous on travaille sur l'animation, donc forcément on explore beaucoup dans l'animation. Et donc il y a les trucs, on va dire, commerciaux, comme il y a Renoué.ml, qui est sorti, qui a fait Gen 1 et Gen 2, particulièrement Gen 2, qui commence à être vraiment sympa. Il y a Picalabs aussi, pour faire de l'animation. Tu lui donnes une image, il te génère un mouvement. Tu peux paramétrer, alors c'est pas encore
peut pas l'utiliser en prod du tout, hein, c'est juste, mais quand même ça peut quand même faire des choses. Et dernier truc, hein, qui est un autre outil qui évolue pas mal, s'appelle Animate Diff, Animate D-I-2-F, donc Animate Diffusion quoi, et qui permet d'animer. Alors on est encore loin de la consistance, hein, mais on s'en rapproche. Voilà. Non, alors moi je crois vraiment que Midjourney c'est le meilleur. Non, je suis pas du tout légitime pour parler de ça, mais juste je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport à Discord. Parce que bon, moi voilà, pour le podcast, j'ai voulu aller sur Discord. Je suis repartie de Discord assez rapidement. Mais Gilles, donc mon partenaire sur Hiatus, m'avait raconté cette anecdote que je trouvais assez cool, qui était, j'ai dit mais pourquoi faire un truc comme ça? C'était une barrière à l'entrée, c'est pour que les gens comme moi on puisse pas y aller. Enfin, à la limite c'est pour protéger les emplois. Je me suis dit c'est pour ça. Et en fait non. Et la raison elle est assez cool, je trouve. C'était de dire quand on a commencé à tester ces outils, on disait aux gens, allez-y, vous pouvez lui demander n'importe quoi. Dans ton prompt, tu peux lui dire, crée-moi un truc. Et les gens disaient, un chien. Non, mais vas-y, tu peux créer ce que tu veux, quoi. Vas-y, un chien qui marche. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas d'émulation, parce que chacun était un peu chez lui, avec des outils qui étaient complexes, etc. Et qu'en fait, le fait de partager, d'être sur Discord, etc., ça allait créer cette stimulation qu'on a entre artistes, entre graphistes, etc. Et que les gens ont commencé à se lâcher, et que du coup, voyant ce que les autres faisaient, se disaient « Ah putain, je peux faire un chien qui vole à côté de la planète Mars !» et machin, et tout d'un coup, voilà, on pouvait voir la créativité, c'était cool. Mais oui, je préfère Midjourney. On va prendre peut-être un dernier round de 3 ou 4 questions et on fera des réponses collectives. Est-ce qu'il y a des questions? Là. Bonsoir à tous. Alors, je dois présenter ça. Je suis data scientist, donc moi j'utilise GPT plus dans mon travail pour me grand remplacer. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que vous êtes tous très optimistes par rapport à ça. Moi je trouve ça un peu despotique et pour une raison principale. Je pense que le point commun entre vous trois, c'est que vous avez dit que ça aide beaucoup quand vous avez le syndrome de la page blanche. Et moi, je me rappelle depuis mes débuts, quand j'ai commencé à étudier, j'avais mon professeur de mathématiques qui m'a dit le meilleur moyen en fait d'apprendre, c'est d'avoir le syndrome de la page blanche parce que c'est là que ton cerveau va se muscler. Et est-ce que avec ce genre d'outils, et moi je le vois moi-même parce que je l'utilise tous les jours, vous pensez pas que les gens vont devenir un peu plus feignants? Et surtout, qu'est-ce que ça va être pour la future génération d'artistes qui vont travailler uniquement avec ça et qui vont pas avoir ce syndrome de la page blanche où ils vont devoir réfléchir plusieurs heures sur un concept ou une idée et ils vont directement taper un prompt et récupérer les idées qui ont été proposées. Voilà, merci. On va peut-être prendre une ou deux questions pour laisser place au débat sur plus de ce sujet. Je vais rebondir. Monsieur le son micro. Bonsoir, je m'appelle Maxime, je suis chef de projet expérience client pour une banque. Rien à voir avec le créa. Et ma question, c'était plus sur justement les valeurs humaines, les interactions. On a vu avec Sébastien qu'il va y avoir des nouveaux profils, des gens comme moi qui vont se mettre à vous piquer votre boulot, faire des choses comme ça. Et est-ce que vous sentez une différence, notamment déjà dans les interactions que vous avez avec vos collègues au niveau du recrutement et dans l'avenir? Quelles seront les valeurs, les compétences qui, hors technique, que vous allez rechercher lorsque vous allez travailler? Merci. Est-ce qu'il y a une troisième personne qui veut Il va falloir se rappeler tout ça. propose le métier de Bonjour, je m'appelle Viviane, je suis graphiste et formatrice, donc avec des jeunes qui sont en école de pub. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, effectivement, ça y est, c'est éclate, l'IA, c'est hyper rigolo. Moi, Midjourney, effectivement, Discord, je suis partie en courant, je vais y revenir forcément. Ne serait-ce que l'IA sur Photoshop, ça va super vite. Et c'est vrai qu'ils créent des visuels en 3 minutes et demie, sans faire de crowbar, sans rien. Ils sont hyper flemmards. Ils ont tout de suite une image. Et oui, c'est un petit peu un problème parce qu'on leur demande de justifier pourquoi ils l'ont fait, etc. Ils ont un truc qui est correct, ça tient. Mais c'est pas réfléchi, c'est pas justifié. Il n'y a pas le temps de la page blanche. Alors quand on sait déjà bosser, qu'on bosse depuis 30 ans, qu'on a eu le remplacement de la PAO en 86, ça roule. Mais effectivement, c'est un petit peu là le souci. Et le copyright, ils n'en ont un peu rien à faire. On leur explique effectivement. Et voilà, qu'est-ce que ça va donner? Donc on peut l'utiliser comme on va l'utiliser nous-mêmes, ça remplace, ça va plus vite, c'est assez génial.
Mais voilà. Comment transformer ça en quelque chose de positif et que Je ça suis reste également un outil. enseignant. Voilà, que ça reste un outil. Je Et suis pas. également- Ouais. Je suis également enseignant en faisant un master en design. Et donc, je connais, j'ai des étudiants qui ont 22 ans. Ouais, bah, c'est la bonne Voilà, affaire, oui. donc ce profil-là, je le connais, quoi. Et je pense que c'est d'autres choses qui sont amenées. Je pense que pour répondre à ta question, parce que ton côté dystopique et grand remplacement, dans ce cas, on peut aller plus loin, c'est-à-dire dans ce cas, l'IA fait tout. À quoi ça servir encore de faire les choses? À quoi ça servir de faire de l'art si c'est l'IA qui fait tout et de la création? Et là, je pense que c'est juste un problème humain. C'est-à-dire que sans avoir le concours, ça t'empêche pas d'écrire. Ça t'empêche pas de faire quelque chose pour toi. Tu peux aller faire un tour en bateau sans être Tabarly, tu vois, faire la roue du Rhum. Enfin, je veux dire, il faut pas non plus. Il faut se dire que tu peux faire des choses parce que tu as envie de les faire en tant qu'humain, point barre, sans mettre une limite, dire je veux être, tous les artistes vont faire ça. Et ce n'est pas tous les artistes qui vont faire ça. C'est un outil de plus. Mais ça n'empêche pas que l'invention de la photographie a tué la peinture de portraits qu'il y avait dans les médaillons. Ah oui, les mecs ils étaient tous au champ-du, hein. C'est pas en plus. Donc, bah oui, puis le mec il était content, il allait poser un 125e de seconde, au lieu d'être ah monsieur, vous avez posé pendant 3 mois pour une photo dans un médaillon. Et ça amenait quoi? Ça amenait de façon que les impressionnistes se sont inspirés du grain photo dans un système vibratoire qu'il avait pour avoir une interprétation impressionniste justement, hallucinée là aussi on va dire, de la peinture. Par rapport non pas à quelque chose qui allait remplacer, mais quelque chose qui allait se réinventer. Donc cette peur-là, c'est comme si on disait, on donnait un blanc-seing à l'IA en disant que tout sera IA. Sauf qu'on sait très bien que par système de balancier, l'humain, dès que ça va trop dans un sens, ça rebascule dans l'autre. Sébastien, sur ce sujet. Alors je te rejoins un petit peu. Hein. Je pense que moi j'ai l'impression qu'on est juste dans une vraie révolution, mais comme il y en a eu. Et le truc c'est moi j'essaie plutôt de dire comment l'apprendre en faisant le moins de mal possible aux gens avec qui je travaille tous les jours. Enfin, tu vois, c'est-à-dire et c'est juste, mais je pense que cette révolution elle est là, elle partira pas et elle va peut-être s'accélérer. Mais au même niveau que la photographie numérique, au même niveau que Photoshop, au même niveau que Internet, au même niveau que les téléphones. Hein. Nos parents, nos grands-parents, le téléphone, qu'est-ce que c'est? T'es joignable dans la rue, machin. Alors, enfin, et au final, est-ce que la société maintenant est pire qu'avant? Je suis pas sûr. Est-ce que les interactions sociales, peut-être, on est un peu plus individualiste maintenant, mais bon, il y a quand même finalement, quand tu es sur Discord et que tu es avec 300 personnes sur un channel, tu parles à plein de gens quand même aussi. Peut-être tu les vois moins à l'extérieur. Je suis pas sûr que ce soit pire maintenant qu'avant. Et je pense qu'il y a juste, on rééquilibre avec ces révolutions, on rééquilibre un peu la société d'une certaine manière, quoi. C'est pareil, je sais pas si les parents parmi vous, genre mon téléphone, mon enfant il est sur Instagram, il est sur Snapchat, machin, je comprends pas. Mais en fait c'est comme nous quand on regardait pour les vieux, le Club Dorothée, tout le mercredi et tous les jours de 14h à 17h avec des dessins animés à 7 ans, 8 ans, Ken le survivant, je sais pas si vous vous rappelez. J'ai l'impression qu'on soit pire maintenant, trop. C'était catastrophique à l'époque et il y a eu des révolutions qui font que, effectivement, je pense que nous, c'est dur de nous adapter, enfin, en tant que plus vieux, on va dire. Mais en fait, les générations, nos enfants et leurs enfants, je suis pas sûr que ce soit pire. Je dis pas que c'est mieux, je suis pas sûr que ce soit pire. Donc en fait, je m'inquiète pas trop, moi, de ces révolutions-là. Je pense que ça va rééquilibrer, c'est des révolutions qui changent vraiment, qui donnent un gros pouce, je pense que ça là en fait partie. Ça se fait pas du jour au lendemain, ça va se faire petit à petit, et ça va se rééquilibrer. On est quand même une espèce qui s'adapte quand même pas mal. Je pense que ça va... On en parlera quand on sera grands-parents ou arrière-grands-parents, on verra, je me rappelle dans mon temps où il n'y avait pas tout ça. Ça ne pas lié à ça, c'est autre chose. Moi, je pense pas que ça va... Je pense qu'il faut prendre le train en marche, et il faut y aller, et, tout en gardant justement une éthique, et sur justement avec qui tu vas... Alors je sais pas si je vais bien répondre à ta question, mais en fait... moi, quelle que soit la personne que je vais recruter, alors pas forcément sur un CV. Alors c'est un truc qu'on fait de plus en plus, nous, à Gaumont. C'est-à-dire que souvent, tu as un CV
Et j'ai fait game design, machin, donc je vais t'embaucher pour faire du game design. J'ai fait des études du mode de modeling, je vais t'embaucher pour faire du modeling. En fait, je pense un peu, alors bien sûr, tu ne peux pas embaucher un modeleur pour faire ton plâtre parce que non, ça va peut-être pas marcher. Mais en tout cas, essayer de se baser plus sur qu'est-ce que tu aimes faire. Et je parlais tout à l'heure, et c'est super important pour moi, on a des gens qui sont rangés dans un coin, des juristes, ils sont ultra créatifs, et ils sont allés ils ont fait des études de droit, c'est ça, de droit, et donc ils sont juristes, parce que des études de droit, donc ils sont juristes. Mais en fait, cette personne-là, au contact, c'est une personne qui est au moins au contact de gens qui sont dans la fabrication de dessins animés. C'est un machin, et sa façon de travailler s'adapte très bien à un des départements, et en fait il va peut-être faire un changement, et ça confirme qu'en fait on peut embaucher les gens pas que sur un CV, mais aussi sur une affinité, une affinité qu'il peut avoir, qu'il peut apporter à la chaîne de fabrication. Et en fait on a des créatifs qui sont des ingénieurs, qui sont des créatifs, qui pourraient devenir des 2D artistes, ou des CG artistes, ce genre de choses. Donc c'est pas encore courant, mais on essaie de le faire. Si j'ai répondu par rapport aux étudiants, je pense que tu peux faire plein d'images superbes, mais il y a le fond derrière, en fait. Et je pense que c'est ça qu'il faut leur. C'est ça. Il faut leur faire comprendre que peut-être aussi modifier notre façon d'enseigner et aussi d'analyser leur travail. C'est-à-dire, en fait, une image, peut-être que maintenant on n'est plus capable d'analyser une image seule. On va avoir besoin d'un pitch, on va avoir besoin d'autres trucs qui va faire que les meilleurs artistes, c'est eux qui vont ressortir. Et ceux qui ne font que plagier, on va dire, c'est eux il faut aussi peut-être modifier nos façons d'enseigner. Alors du coup j'ai pensé à 15 trucs que je voulais dire en vous écoutant, j'ai tout oublié. Bon alors moi je suis la plus fataliste et la plus sceptique du clan, hein, même si ça s'est pas vu. Si j'ai fait tout ça, c'est parce que j'ai cru que j'allais disparaître. Donc soyons clairs. La bonne nouvelle d'abord, c'est que je pense que les premiers à disparaître, c'est pas les artistes. C'est les gens qui font des tâches répétitives chiantes. Donc déjà c'est pour eux, les juristes, les avocats juniors. Il y en a pas dans la salle, n'est-ce pas? Non, bon, ça va. Donc a priori effectivement, nous graphistes, artistes, auteurs, etc., on a quelque chose à défendre que la machine pour l'instant n'est pas capable de faire. Ce qu'on peut faire, et c'est ce que moi j'ai fait là, c'est de me dire ok, je me sens menacée, qu'est-ce que je peux faire? Soit je fais l'autruche, mets la tête sous la terre, et dans 2 ans quand je me réveille, la marche elle est trop haute pour moi, je vais pas réussir à prendre le train en marche, je vais pas y arriver, ça va être trop dur et c'est fini, il faudra que j'aille élever des lamas au Pérou. Ça Liane sait pas le faire encore. Soit je prends le train en marche maintenant, je me fais violence, et c'est vraiment une violence, parce que j'avais pas envie, ça me saoule, ça me parle à des machines, ça m'emmerde, parce que c'est pas mon délire. Mais en fait, maintenant, je sais ce qu'elle peut faire, je suis ses évolutions, même si c'est très rapide, et en sachant ce qu'elle peut faire, je peux me démarquer. Je peux dire, ok, moi voilà pourquoi vous allez m'embaucher moi, et vous n'allez pas confier cette tâche à une IA. Donc je trouve qu'il faut maîtriser les outils, c'est ça. Considérer que c'est un outil, ça veut dire ok, je me prends en main. De toute façon, cette révolution, elle est là, elle va avoir lieu, avec ou sans moi. Donc après, je peux décider de comment je la maîtrise. Et la maîtriser, c'est juste la connaître, pas forcément savoir s'en servir. Moi, mid-journée, Discord, tout ça, je suis allée bricoler dessus, mais c'est pas mon travail. Il y a des graphistes que je briefe pour ça. Mais de savoir que ça existe, de connaître l'étendue de la potentialité du truc, ça me permet de dire ok, comment je m'en sers et comment je l'écarte quand ça m'arrange. Et pour l'éducation, c'est comme Wikipédia. Enfin, je veux dire, quand Wikipédia est arrivé, on a dit on va faire que des plagiats, comment on va savoir que ceci, que cela, que c'est pas... Bon, finalement, les étudiants, ils continuent d'aller apprendre des trucs. On peut pas faire un copier-coller aujourd'hui dans l'IA, et on peut de plus en plus difficilement reconnaître une image qui a été créée dans l'IA, mais d'abord, on est en train de travailler là-dessus. Il y a quand même des trackers qui sont en train d'être mis en place, des tags, des choses qui sont faites pour qu'on puisse savoir si c'est notamment vis-à-vis des deepfakes, etc. Donc il va y avoir des choses quand même qui vont se mettre en place. Et ensuite, c'est exactement ce que tu disais. Maintenant, il faut défendre ta création, dire pourquoi tu l'as faite. Moi, l'histoire de la page blanche, je suis d'accord, il faut s'ennuyer parfois pour créer. Et quand on veut écrire ou créer quelque chose, on a besoin de ce moment de décantation. Où on s'ennuie, le truc tourne, et puis souvent les bonnes idées, je sais pas vous, mais moi je les ai à la caisse du supermarché, au moment où je dois payer, je fais « Ah putain, donc là je sors mon téléphone, et qu'est-ce que vous faites? Attendez, il faut que j'écrive, sinon je vais oublier. » Voilà. Donc on sait que les idées, elles viennent pas au moment où on est devant l'ordi, donc cette page blanche, on l'aura toujours, et on la traite en étant justement, en laissant notre cerveau divaguer.
Je dis juste que parfois, de la même façon que le soir au dîner, tu vas demander à ta meuf, mais attends, je dois rendre un truc, t'as pas. Enfin voilà, il y a des idées qui viennent en ping-pong avec des gens, même comme ça. Bon bah là, c'est déjà. Hein? Passe-moi le sel. Oh putain, l'idée de génie! Voilà, bon bah là, c'est un peu pareil. Des fois, ça va quand même te débloquer, notamment pour des boulots, j'ai envie de dire, plus alimentaires aussi. Enfin, tu vois, je sais pas comment ici vous travaillez sur quoi, mais bon, il y a quand même des projets sur lesquels on s'investit plus artistiquement que d'autres. Donc voilà. Et encore une fois, moi je le dis, effectivement, quand j'utilise ChatGPT, j'ai conscience que je suis en train de prendre quelque chose qui existe déjà et que tout mon intérêt c'est de m'en démarquer. Finalement, ça me dit presque ce vers quoi faut pas que j'aille. Ok, donc toutes ces idées, forcément, c'est pas les bonnes, tu vois. Mais de là, en prenant le contre-pied de cette idée, je vais aller vers la bonne idée. Ou pas, tu vois, mais en tout cas, sinon on peut se suicider tout de suite. C'est un suicide collectif. Merci à tous, on va finir sur une note quasiment positive et loin du fatalisme qu'on entend souvent. Avant de vous remercier, je me permets de vous rappeler que si vous voulez de nouvelles expériences avec les IA pour aller explorer un brief et une dimension artistique, nous sommes très heureux d'échanger avec vous chez Kidendo et discuter avec vous. Et du coup maintenant, merci à tous les trois pour ces échanges extrêmement intéressants. Vous pouvez prendre un verre et continuer de discuter autour d'une bière ou d'un verre de vin. Et merci à tous d'être venus.